Les amis, nous allons parler dans cette vidéo de virus, non pas humains, mais de virus informatiques. Et pour l'instant du moins, les virus informatiques font toujours plus de victimes numériques que le coronavirus, mais ça peut peut-être changer. Dans cette vidéo, je vous propose de comprendre concrètement comment fonctionne un cheval de Troie, afin notamment de savoir comment s'en prémunir concrètement. Je ferai peut-être des séries de vidéos comment fonctionne telle ou telle technologie, tel ou tel virus, telle ou telle menace. Dites-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser, et au contraire, dites-moi si vous préfériez voir quelque chose d'autre. Savez-vous quel est le virus informatique le plus populaire depuis des années? Le rançongiciel. Bon, mauvaise vidéo. Plus sérieusement, le rançongiciel permet effectivement aux pirates d'obtenir un peu plus d'argent et le point de vue financier est donc très intéressant pour eux, ce qui fait que le rançongiciel est plus ou moins en tête. Mais pendant des années et très probablement encore aujourd'hui, le cheval de Troie est tout de même parmi l'une des menaces informatiques les plus populaires et on va donc s'en intéresser dans cette vidéo. Mais pour cela, il y a déjà beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, cheval de Troie. Que signifie vraiment cette définition? Parce qu'on a cheval de Troie, on a Trojan horse en anglais, avec mon accent bien sûr, on a troyen, on a également rat, R-A-T, ou rat. Quelle est la différence entre un cheval de Troie et un rat? Pas beaucoup, ou si. Bref. Le cheval de Troie tel qu'on le comprend actuellement, du moins lorsqu'on parle de cheval de Troie, eh bien on pense à un outil qui permet de prendre le contrôle d'un ordinateur. On se dit j'ai un cheval de Troie sur mon ordinateur, j'ai un pirate dans celui-ci, mais concrètement ce n'est pas ça du tout, l'origine de la définition ne vient pas de là du tout. En fait cheval de Troie ça vient de la mythologie grecque, où en fait Ulysse et ses compagnons ont voulu assiéger la ville de Troie en faisant une offrande d'un énorme cheval en bois et qui le proposaient donc gratuitement à la ville, mais le truc c'est qu'ils étaient cachés, lui et ses compagnons, dans ce cheval en bois, et en faisant passer du coup ce cheval dans la ville, eh bien ils ont pu pénétrer dans celle-ci et ainsi l'assiéger ou peu importe. De ce fait, le cheval de Troie dans ce sens-là, est tout à fait transposable au logiciel informatique où on s'assurait tout simplement un programme qui permet d'en cacher un autre jusqu'à acheminement sur l'ordinateur de la victime et ensuite la charge utile, c'est-à-dire son contenu malveillant, peut être ensuite exécuté. Il y a donc dans ces logiciels malveillants des chevaux de Troie une action qui permet de cacher la charge utile. Et pour la cacher, il y a plusieurs façons différentes. La façon peut-être la plus naïve, c'est de concaténer un programme exécutable à un autre. Vous pouvez donc très bien vous retrouver avec le bloc-notes de Windows avec la même icône, le même nom, bloc-notes.exe, etc. Mais lorsque vous cliquez dessus, c'est le bloc-notes qui s'ouvre et en même temps un autre logiciel parce que le programmeur, le pirate, va tout simplement pouvoir concaténer le fichier exécutable sous le code du bloc-notes. De ce fait, le système va mécaniquement exécuter l'un puis l'autre. Et forcément, si le bloc-notes s'ouvre, parce que c'est le vrai programme bloc-notes, mais l'autre s'ouvre en arrière-plan avec une fenêtre transparente, et bien vous n'y voyez rien, mais vous avez bien exécuté deux programmes différents. Cette technique s'appelle également le binding pour la liaison en anglais, puisqu'on lit deux fichiers. Vous avez une autre alternative, c'est par exemple un programme qui va chiffrer ou qui va compiler à la volée un programme qu'il a inclus dans ses ressources, dans son propre code source, et qui va ensuite recracher, qui va dropper, on dit, c'est-à-dire qu'il va lâcher le programme, le processus sur le système dès lors qu'il est exécuté. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez sans doute dû voir dans certains rapports antivirus Trojan Dropper. Si vous avez vu le terme là, eh bien c'est ce type de programme qui va dropper des fichiers. Alors pour vous montrer que ce que je vous dis, ce n'est pas quelque chose que j'invente, j'ai ici en fait récupéré un code source d'un véritable cheval de Troie, utilisé sans doute dans la nature depuis des années. Et vous pouvez voir, bon c'est un code visuel basique, mais ça importe peu, vous pouvez y voir justement que ce que nous fait ce programme, c'est qu'il va utiliser code DOM, c'est-à-dire une compilation à la volée d'un code source qu'il a intégré en fait depuis ses ressources, c'est-à-dire qu'il y a un fichier, vous le voyez ici, qui est chiffré bien sûr, pas chiffré, qui est encodé, et que le programme va décoder à la volée pour passer sans doute outre les antivirus. Il obtiendra donc son code source et puis il va le compiler dès lors qu'il sera exécuté. De ce fait, si vous cherchez avec un outil donné les chaînes de caractères qu'il pourrait trouver, vous n'y trouverez rien, ou en tout cas des données chiffrées, mais il pourra bel et bien exécuter son code. Voilà donc pour la partie cheval de Troie, vraiment là où on va essayer de cacher le programme.
Maintenant, pourquoi est-ce qu'on parle de cheval de Troie pour des outils qui permettent de prendre le contrôle d'un ordinateur? Eh bien en fait ça vient du fait que la plupart du temps la charge utile tout simplement c'est un logiciel d'administration à distance, un Remote Administration Tool, RAT, RAT en anglais, ou RA en français si vous voulez. Et de ce fait, voilà, c'est pour ça qu'on a un petit peu maintenant compressé on va dire les définitions, et toutes les autres viennent plus ou moins de Trojan 3, bref. Voilà donc pour la définition par rapport à cela. Maintenant, c'est un peu comme le terme hacker. Je me permettrai de réutiliser, si jamais, cheval de Troie pour faire référence à un programme qui prend le contrôle, tout comme le mot hacker est souvent utilisé pour faire référence au pirate informatique, pour faire référence à celui qui pirate des logiciels, ou encore un programmeur qui a par exemple trouvé un petit hack dans son code, c'est-à-dire qui a fait un bout de code, pas forcément très propre, mais qui fonctionne très bien, et dans ce cas-là, autant qu'il le garde. Voilà donc bien sûr il y a le hacker éthique, le professionnel de la sécurité informatique qui est aussi placé sous ce terme hacker. Voilà donc pour les définitions. Maintenant on va s'intéresser concrètement au fonctionnement de ce cheval de Troie à partir du début. Et justement à partir du début on a la source, il faut télécharger un programme. Bien sûr, soit volontairement, soit involontairement si une personne arrive à se mettre sur votre ordinateur quand vous n'êtes pas là et qui double-clique à votre place, c'est aussi une façon d'installer un logiciel malveillant. Quoi qu'il arrive, il faut qu'un programme s'exécute sur l'ordinateur. Mais donc avant cela, il faut, on va dire, habituellement le télécharger via un site. Et forcément, si vous téléchargez un logiciel de cracking de mots de passe Facebook de votre ex ou un logiciel de cracking de film, vous avez plus de risques sur un site déjà malveillant à la base de télécharger un logiciel malveillant en comparaison à un site officiel, légitime d'un antivirus où vous allez télécharger un programme sur le dit site. Voilà donc déjà la source du problème, elle est humaine, c'est nous-mêmes qui devons faire attention là où l'on clique. C'est pour cela que l'antivirus ne fait pas forcément tout à notre place. Et là vous allez me dire, très juste titre d'ailleurs, qu'on ne sait pas forcément si c'est malveillant ou non, parce que on a beau aller sur les sites de cracking, etc. Parfois c'est juste un crack qui fonctionne, c'est très pratique, ça nous évite de payer. Oui, certes, mais vu qu'il y a un risque, il faut le prendre en compte tout de même, surtout si c'est un risque assez élevé, et pour cela, on peut tout de même vérifier si le dit programme est potentiellement malveillant ou non, sans avoir à l'exécuter. Et pour cela, vous avez non seulement le site VirusTotal racheté par Google, qui permet de scanner n'importe quel programme avec, je crois, 50, 60, voire 70 antivirus différents, et vous avez sous une minute un rapport complet qui vous dit si le programme est potentiellement bienveillant ou malveillant. Et la note très importante, si vous avez un seul antivirus qui met un petit avertissement, ça ne veut pas forcément dire que le programme est malveillant, et inversement, s'il n'y a aucun programme antivirus qui détecte quelque chose, ça ne veut tout de même pas dire que l'outil est tout à fait sain, mais quoi qu'il arrive, vous aurez de façon très certaine une bonne piste, notamment si vous avez la moitié des antivirus qui détectent une menace. Alternativement, ou en compagnie de VirusTotal, vous avez des outils comme Hybrid Analysis qui permettent tout simplement de lancer, d'exécuter n'importe quel programme dans un environnement contrôlé afin d'obtenir un rapport complet sur ce que fait la dite menace. Là, vous verrez tout simplement, le programme exécute tel ou tel fichier, le programme télécharge ces données, le programme fait des connexions à distance, etc., etc. Vous avez donc ces deux outils très pratiques qui vous permettent de savoir en avance, avant de cliquer, si le programme est malveillant ou non. Et vous en avez encore beaucoup d'autres, par exemple l'outil Strings de Microsoft qui permet de récupérer toutes les chaînes de caractères présentes dans n'importe quel programme. De là, j'en ai déjà parlé dans une des autres vidéos. De là, vous pouvez voir si vous trouvez des choses suspectes comme keylog, enregistrement de frappe, comme connexion, je ne sais pas, à distance. Vous pouvez même potentiellement trouver des adresses IP, des URL, etc. On en arrive ensuite à l'une des parties fondamentales d'un cheval de Troie. Il faut forcément, pour qu'il fonctionne, qu'il y ait une connexion entre la victime et le pirate, puisque pour récupérer des données ou pour envoyer des ordres, eh bien, il faut une connexion Internet entre les deux machines. Ça, c'est donc une piste très très intéressante par rapport aux chevaux de Troie qui diffèrent potentiellement d'autres logiciels malveillants. De ce fait, pour cela, vous avez un outil, l'outil de Microsoft TCP View qui permet simplement de voir les connexions actives de votre ordinateur et les logiciels, les programmes exécutés qui sont liés à ces connexions. Alors oui, certes, vous pouvez avoir des connexions actives dans n'importe quel programme, mais il est plutôt rare de voir une connexion active dans le bloc-notes,
qui lie à une machine d'adresse IP située en Ukraine avec des URL suspectes dans le code source. Vous voyez où je veux en venir. En analysant un petit peu le code source, et bien on peut facilement se douter de quelque chose par rapport à un logiciel qui ferait une connexion sur le site microsoft.com par exemple. Et là encore, on pourrait toujours imaginer qu'il se passe des choses également de ce côté-là. Voilà donc pour les signes principaux du cheval de Troie. Et pour le coup, je vous propose de regarder un petit peu sur internet ce que les sites, notamment les sites des éditeurs antivirus populaires, disent à ce sujet. Parce que ce que je vous dis là, j'ai pas l'impression que c'est ce qui est dit dans les médias, dans les journaux ou peu importe. Souvent on vous dit de scanner votre ordinateur, de faire des mises à jour, des choses comme ça. Mais par rapport à ce qu'on vient de voir, on est loin de détecter un cheval de Troie et donc de l'arrêter. Pour preuve, voici, j'ai donc tapé sur Google éviter les chevaux de Troie, se débarrasser, bref. Et vous voyez ici par exemple qu'on nous dit en numéro 1, désactiver la restauration du système. Ce genre de virus a la mauvaise habitude d'infecter les points de restauration de votre système. A priori, de ce qu'on a vu, il n'a pas spécialement besoin d'infecter un quelconque point de restauration. Il va voler les données, il va prendre le contrôle de la webcam ou peu importe, il va faire du chantage ensuite. Mais bon, bref, ça peut servir forcément. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Installer un programme antivirus sur votre ordinateur, oui, mais c'est pas spécialement l'antivirus qui va nous servir de piste certaine sur la malveillance du programme. La piste serait plutôt l'étude qu'on a vue avec les divers logiciels qui nous permettent de savoir de façon sûre si le programme est malveillant ou non. À ce propos, lorsque je parle du fameux bloc-notes qui se retrouve avec un virus caché dans celui-ci en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle en anglais le binding ou la liaison en français. Et pour détecter cela, il y a un moyen très simple, enfin, il y a deux façons liées, c'est l'empreinte d'un fichier et la signature d'un fichier. L'empreinte d'un fichier, c'est simplement un calcul mathématique qui fait une empreinte, une série de chiffres et de lettres qui correspondent à un moment donné à un programme donné et à une version même du programme donné. Cette empreinte est souvent donnée parfois donnée lorsque vous souhaitez télécharger un programme par les développeurs eux-mêmes. Vous pouvez donc recréer cette signature et la comparer avec le même algorithme de hachage et ainsi voir si le programme donné est bel et bien le programme original. Si cette signature change, c'est-à-dire si le moindre petit détail du programme change, l'empreinte change complètement. De ce fait, l'empreinte du bloc-notes avec un RAT, un logiciel d'administration caché, sera totalement différente de l'empreinte du bloc-notes officiel, et de ce fait, c'est là où j'en viens à la signature des fichiers. Les éditeurs peuvent tout à fait signer des fichiers pour, notamment lorsque vous cliquez sur celui-ci, vous voyez parfois sous Windows le petit pop-up qui s'affiche et qui dit éditeur vérifié. Et bien c'est de là qu'on peut justement vérifier. L'éditeur peut dire ce programme avec cette signature, c'est mon programme, je suis l'auteur. Vous pouvez en être sûr, c'est moi qui le signe. Ça ne veut pas dire qu'aucun malware ne signera aucun fichier ou n'a jamais signé aucun fichier, mais par exemple, je pense qu'il y aura du mal tout de même de voir un logiciel malveillant avec une signature officielle de Microsoft. Ça voudrait dire que Microsoft, malheureusement ça on ne le retrouve pas sur le site en question. On nous dit de redémarrer en mode sans échec, alors oui ça peut servir, mais à partir du moment où vous avez ce fameux logiciel cheval de Troie exécuté sur votre ordinateur, c'est souvent trop tard. Après oui, on peut voir comment l'éliminer avec le mode sans échec, mais le côté préventif est plus important encore. J'arrive sur le site de i7, c'est l'éditeur du logiciel Node 32, qui nous parle ici aussi de chevaux de Troie. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il exploite les vulnérabilités dans les systèmes des victimes afin de les infiltrer. Alors ça, j'en ai pas parlé. Oui, c'est possible qu'il y ait une faille dans votre navigateur, dans un logiciel donné, dans votre système, qui permettrait facilement à un pirate d'injecter, d'exécuter directement un logiciel d'administration. Mais c'est vraiment, je pense, le cas le plus spécifique et le plus rare d'infection. La vulnérabilité, c'est plutôt l'utilisateur qui va vouloir télécharger son outil de cracking, qui va double-cliquer ou qui va télécharger peu importe quel outil, sans se méfier ou voire même sans avoir un seul antivirus. En tout cas, par rapport à ce qu'on a dit, c'est pas vraiment la même chose. Alors avoir une bonne cyberhygiène, oui, mais là en l'occurrence, on ne nous explique pas vraiment ce que c'est la cyberhygiène. Que nous dit ensuite Kaspersky? Alors eux, ils nous disent éviter les chevaux de Troie, comment les chevaux de Troie fonctionnent, comment vous protéger. Et bien là, on nous dit la première et l'une des meilleures défenses consiste à ne jamais ouvrir de pièces jointes, ni à lancer un programme dont vous n'êtes pas totalement certain de l'origine. Ne jamais ouvrir de pièces jointes.
Alors avec ce qu'on a dit juste précédemment, on peut tout à fait ouvrir des pièces jointes. Il faut d'abord s'assurer qu'elles soient inoffensives avec les techniques virus total, hybride analysis et peu importe. Si vous avez une pièce jointe officielle qui vient de votre banque, un contrat ou quelque chose d'autre, je suis à peu près sûr que tout le monde ouvrira la pièce jointe, ou en tout cas vous devriez même l'ouvrir, sinon vous ne pourrez pas signer ou vous ne pourrez pas avoir le document en question. Donc ne jamais ouvrir de pièce jointe, c'est pas du tout un bon conseil, surtout provenant d'un éditeur antivirus, du moins selon moi et selon ce qu'on vient de dire. Alors évidemment, ne pas lancer de programme dont vous n'êtes pas totalement certain, oui, mais ça ne suffit pas de se dire est-ce que je le lance ou est-ce que je le lance pas, est-ce que je suis sûr ou pas. On ne sait pas si on est sûr, pour le temps on ne sait pas. Si le dit programme est de source sûre, on ne sait pas si c'est même un conseil risqué parce qu'on nous dit donc vous n'êtes pas totalement certain de l'origine. Mais si un site se fait passer pour votre banque et vous propose un logiciel, ben vous êtes certain de l'origine, vous avez vu Caisse d'épargne, vous avez vu Société Générale, vous avez vu PayPal, vous avez vu Amazon, peu importe, ben vous êtes sûr, donc vous allez cliquer. Alors qu'en fin de compte, vous êtes sûr, mais c'est là le problème, parce que ce n'était pas un site officiel. Donc c'est difficile à savoir ce qu'on nous dit là. C'est pas un conseil qui peut me servir en tant que tel, applicable pour vraiment se défendre contre les chevaux de Troie. C'est pour cela que je vous ai proposé ce petit aperçu en ayant observé un véritable code source d'un cheval de Troie. C'est pour cela que je vous ai préparé une méthode basée sur le hacking éthique en fait, où l'on va vraiment apprendre comment les outils malveillants fonctionnent pour s'en défendre concrètement du point de vue du pirate. Et là, bon, bien sûr, après on vous dira installer un logiciel antivirus, oui, mais le logiciel antivirus en question, si on reprend ce que j'ai vu ce qu'on a fait dans la vidéo, eh bien, le logiciel antivirus, s'il ne détecte rien, on va exécuter le programme. Donc on compte beaucoup sur l'antivirus, alors qu'en fin de compte, il ne détecte pas, il ne détecte d'ailleurs jamais tous les programmes malveillants. J'ai fait une vidéo à ce sujet, si jamais vous voulez l'observer. Je viens ensuite à Avast. Avast nous dit comment reconnaître un cheval de Troie. Votre ordinateur ralentira souvent à cause de la charge sur le processeur. Alors on a vu qu'il communique via le réseau, donc on n'a pas de charge techniquement sur le processeur via cela. Oui, on a potentiellement des lenteurs, mais le cheval de Troie va essayer, comme on l'a vu, de se cacher. Et par le fait de se cacher, eh bien, on compte aussi les performances. Le cheval de Troie demandera moins de ressources qu'un jeu vidéo, qu'un logiciel de montage photo. Donc je ne pense sincèrement pas qu'il va ralentir le système. Dommage donc, parce que c'est le seul conseil qu'on nous dit dans comment reconnaître un cheval de Troie. Encore une fois, c'est un peu dommage venant d'un éditeur antivirus de donner de tels conseils, parce que ça ne suffit simplement pas. Mais forcément, ça ne les arrange pas, les conseils que je vous donne, parce que les conseils que je vous donne sont surtout des conseils humains, en fin de compte, des conseils méthodiques, et non pas des conseils se basant sur un outil qui ferait les choses à notre place. Malheureusement, spoiler, ça n'existe pas, ou pas encore à l'heure actuelle. On a ensuite comment supprimer les chevaux de Troie. Il est préférable d'utiliser une solution antivirus fiable pouvant détecter et éradiquer tous les chevaux de Troie présents dans votre appareil. Lorsque vous supprimez un cheval de Troie manuellement, faites en sorte de supprimer sur votre ordinateur tous les programmes liés au cheval de Troie. Oui, c'est des bonnes pratiques, mais encore une fois, lorsque le cheval de Troie est exécuté, c'est déjà trop tard. Comment se préserver des chevaux de Troie? Éviter d'ouvrir les fichiers inconnus joints aux emails. Alors je ne sais pas pourquoi il y a une fixation depuis des années sur les pièces jointes des emails. Il y a dû y avoir tellement de logiciels malveillants dans les pièces jointes, mais à présent, il y a tellement d'autres façons de télécharger, et souvent, comme on l'a vu, c'est l'utilisateur qui va se dire « Alors, je vais peut-être télécharger un petit crack là pour mon dernier Far Cry », et du coup, c'est là qu'il va se faire pirater. Il n'y a pas besoin de pièces jointes du tout. Au contraire, les pièces jointes sont peut-être même, en ce moment, plus inoffensives que, d'ailleurs, plein d'autres actions, dont celle dont je viens de parler. Ces fichiers comportent des extensions comme .exe, .vbs et .bat, ça c'est vrai. Les chevaux de Troie ont forcément des extensions de type exécutable, et il n'y a pas que les fichiers .exe qui sont exécutables, il y a aussi les VBS qui sont justement des scripts Visual Basic, et des fichiers .bat en ligne de commande, quoique c'est bien plus rare quand même, mais c'est une bonne technique pour justement cacher le fameux programme malveillant. Donc oui, si vous avez une pièce jointe qui dit facture de gaz et c'est un fichier .exe, je pense que vous n'avez même pas besoin de l'ouvrir, parce qu'il y a forcément des formats de fichiers qui sont quand même standards, comme les fichiers texte TXT, les fichiers PDF qui sont des documents également texte, des fichiers images, bref, vous les connaissez déjà sans doute. Et ça, c'est un point effectivement important, vérifier les extensions des pièces jointes. Donc au-delà de dire ne cliquez sur aucune pièce jointe,
bien que on peut dire aussi qu'en ne cliquant sur aucune pièce jointe, au moins vous ne prenez pas le risque de cliquer sur un cheval 3, c'est vrai, mais au-delà de dire ne cliquez sur aucune pièce jointe, on devrait préciser faites attention aux extensions et scannez éventuellement vos pièces jointes avant de les ouvrir. Et par scanner, j'entends pas juste le scan antivirus, mais les différentes méthodes, les différents scans que l'on vient de voir et que je vais vous récapituler à la fin de cette vidéo. Maintenez une protection antivirus à jour avec un pare-feu. Ça, c'est juste, le pare-feu va effectivement pouvoir donner une alerte et dire attention, on a une connexion à distance avec une machine, est-ce que vous voulez accepter ou non la connexion? Donc ça, oui, c'est efficace. Voilà donc un petit peu pour cette vidéo, j'espère qu'elle a pu vous servir à y voir un peu plus clair par rapport à ce monde des virus informatiques, parce que souvent, c'est ce que je constate, ce qu'on nous dit et ce qu'on pense bien faire, c'est justement faux, ou en tout cas des mauvais conseils qui peuvent amener au véritable problème de piratage. L'idéal, ça serait donc d'opter pour une solution plus méthodique, basé sur le hacking éthique tout simplement, et vous savez que je vais le répéter et je le répète toujours sur mon site, sur ma chaîne, mais c'est vraiment ce qui vous permettra d'être le plus en sécurité possible sur internet. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et me dire si vous voulez voir une prochaine vidéo sur comment fonctionne quelque chose. Bien sûr, je ne me permettrai pas de vous donner le code source ici du cheval 3 dans la description si c'est ce que vous vouliez, quoique je donne ce type de code source sur Cyberini dans les cours vidéo dédiés à l'étude des logiciels malveillants, puisque bien sûr là on va vraiment pousser les explications, montrer vraiment comment ça fonctionne dans le code source pour aller encore plus loin que ce que nous venons de voir. Merci pour votre attention et à la prochaine.